Bienvenue au syndicat café de la CGT FercSup. Sarah, donc tu es maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Dauphine et chercheuse à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Spécialiste de sociologie du travail, tu étudies plus particulièrement les nouvelles formes de travail indépendant. Donc tu es l'auteur de Moi, petite entreprise, les auto-entrepreneurs de l'utopie à la réalité, et aussi les nouveaux prolétaires, et enfin les nouveaux travailleurs des applis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc ton travail porte beaucoup sur l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que tu peux d'abord nous décrire ce statut et un peu les différences avec le salariat ? Oui. Alors, l'auto-entrepreneuriat, donc c'est un dispositif qui a été mis en place par une loi en 2008, mais donc qui commence à être mis en application en 2009. Et en gros, c'est un statut spécifique du travail indépendant, donc de la création d'entreprise. Donc, quand on crée une entreprise, c'est un des statuts disponibles au sein de l'entreprise individuelle. Disons, c'est un régime spécifique. J'essaie de pas être trop technique, mais c'est un régime spécifique de l'entreprise individuelle. L'objectif de ce dispositif, c'était d'autoriser la création en gros de très petites activités qui avaient des petits chiffres d'affaires avec une optique, donc c'est la période Nicolas Sarkozy, c'est passé dans la loi de programmation de l'économie de 2008. L'objectif, ça va être d'aider les gens à se fabriquer un petit pouvoir d'achat en plus de leur salaire, ou en plus de leur retraite, ou en plus de leur chômage. Donc c'est censé être très souple pour des petites activités, avec notamment au début l'idée qu'en gros, si on ne fait pas de chiffre d'affaires, on ne paye rien. Depuis, il y a eu quand même pas mal de modifications et de retour aussi à un droit un peu plus commun. Donc on a remis quand même un ensemble de contributions. Mais au début, c'est vraiment ça. Donc en gros, c'est un statut qui est en dehors du salariat. On est vraiment dans le domaine du travail indépendant. Donc ça veut dire que c'est un domaine qui n'est pas couvert par le droit du travail. Donc il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas d'accès au chômage, il y a des droits à la sécurité sociale, à l'assurance maladie qui sont un peu particuliers, enfin un peu dégradés on peut dire, un peu moins intéressants, moins avantageux, moins protecteurs que dans le salariat. Et donc voilà, au sein de ce travail indépendant, c'est un régime un peu dérogatoire du travail indépendant. Donc voilà, donc pas couvert par le droit du travail essentiellement. Et donc ça veut aussi dire pas d'accès aux congés payés, pas d'accès au droit de représentation collective, pas d'élection professionnelle. Enfin voilà, il y a tout un ensemble. Voilà, il faut penser un peu à tout l'éventail de structures de protection de droits auxquelles ces indépendants ne vont pas avoir accès. Et c'est un dispositif qui s'est très vite déployé. Il y a eu des moyens très importants de communication politique qui ont été mis autour de ça. Ça a été relayé aussi par des institutions, y compris par le Pôle emploi, d'encourager les chômeurs à tenter, essayer, se confronter à l'indépendance. Et donc, on pouvait les encourager. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient passées par le chômage et leur conseiller ou conseillère leur avait dit pourquoi pas, puisque ça ne coûte rien. Après, donc voilà, tout l'enjeu, c'est que donc c'est un peu en dehors du salariat, mais c'est un dispositif qui a besoin en fait du salariat pour fonctionner. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, le terme est peut-être un peu fort, on peut en discuter, mais il y a un petit côté parasite un peu du salariat, parce qu'en fait ça a besoin, ça se greffe sur le salariat. La plupart des auto-entrepreneurs cumulent, ont quand même des activités en plus, même si elles sont un peu précaires, fragiles. Et donc, ils comptent aussi quand même sur les droits sociaux de leur position de salarié. D'accord. Mais en même temps, ça fragilise le salariat parce que c'est une manière de le contourner déjà pour les employeurs. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que c'est utilisé aussi par les entreprises. Et puis, ça assèche aussi les caisses de sécurité sociale puisque les auto-entrepreneurs, du coup, payent des cotisations qui sont quand même très allégées. Les employeurs qui utilisent les auto-entrepreneurs ne payent pas de cotisations. Et donc ça se développe quand même en ayant besoin de la base du salariat, mais tout en le fragilisant. Oui, on a beaucoup entendu parler de la lutte des livreurs Uber et tout ça. Enfin, c'est exactement ça, en fait. Tu peux nous rappeler un peu ce mouvement ? Moi, de mémoire, c'était quand même pour obtenir le fait d'être salarié ou des droits équivalents. Enfin, c'était bien sur ces questions de droits aussi. Oui, alors c'est vrai que les mobilisations donc des travailleurs qu'on appelle des plateformes numériques, ça fait partie de sans doute de ces premières grosses mobilisations assez visibles, assez collectives, assez organisées de la part de ces nouveaux travailleurs indépendants.
Jusque-là, en gros, les luttes des travailleurs indépendants qu'on connaissait, c'était quand même beaucoup des luttes, qu'on va dire un peu rapidement poujadistes, donc plutôt anti-État, anti-intervention publique, plutôt pour demander au contraire de ne pas payer d'impôts, d'un peu de s'extraire d'un régime vu comme un peu étatiste, qui contrôlerait trop, qui prélèverait trop. Là, c'est un peu particulier, ces mouvements de travailleurs de plateforme, c'est que donc, ce sont des mouvements d'indépendants, puisque une bonne partie d'entre eux est indépendant. Alors maintenant, il faut aussi dire qu'il y en a une partie d'entre eux qui n'ont juste pas de statut. Parmi les livreurs à vélo, maintenant, c'est extrêmement majoritaire. Beaucoup de travail informel avec de la sous-location de compte. Donc, ils sont même plus hors du salariat. Ils sont en dehors de tout statut de travail. Et donc, ils ne sont pas auto-entrepreneurs. Ils ne sont même plus auto-entrepreneurs, en fait. La situation des livreurs à vélo, elle s'est beaucoup dégradée. Il y a de plus en plus... Avant, il y avait un profil quand même étudiant ou de gens qui cumulaient. On a de plus en plus de livreurs qui n'ont que ça et qui n'ont, par ailleurs, pas de situation stables, qui sont beaucoup sans papier. C'est les résultats d'une grosse enquête qui a été menée collective Santé Course, là, les chiffres sont quand même vraiment assez accablants. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont... Nous, quand on a travaillé avec ma collègue Sophie Bernard sur les chauffeurs plutôt Uber, les chauffeurs de VTC, il y en a quand même une bonne partie qui avaient des statuts d'activité, donc de travail indépendant. Et c'est vrai que c'est une mobilisation de travailleurs indépendants assez inhabituelle parce qu'on a vu, déjà, ça s'est organisé quand même pas mal autour d'associations professionnelles dont certaines étaient assez proches de syndicats. C'était rattaché pour l'une à l'UNSA, pour l'autre à FO, qui était parfois en discussion avec la CGT. Donc voilà, un mouvement quand même assez organisé, finalement assez proche, même si les relations pouvaient être assez ambivalentes, mais assez proche d'organisations, y compris syndicales. Et puis, c'est un mouvement donc, qui a pas mal demandé de la protection. En fait, assez vite, les chauffeurs qu'on a rencontrés nous racontaient vraiment que l'ubérisation, c'était un danger pour la société, pour le modèle de protection sociale. Ils reprenaient vraiment un vocabulaire des luttes sociales, peut-être pas des luttes ouvrières, mais en tout cas des luttes collectives assez proches du syndicalisme. Et effectivement, ils demandaient notamment l'intervention de l'État pour finalement retrouver un modèle qui n'est pas si loin de celui des taxis, qui était de remettre des tarifs eurokilométriques, enfin de garantir des minimums finalement de rémunération, d'avoir plus de protection sociale. Et donc effectivement, certains se découvraient finalement syndicalistes, un peu malgré eux. Parfois, ils n'en ont pas une super image. D'autres avaient quand même, au contraire, déjà eu des relations avec les syndicats. Certains, parce qu'il y a beaucoup de VTC qui étaient déjà dans le transport, par exemple. Certains travaillaient, par exemple, pour des sous-traitants de la SNCF. Et certains d'entre eux avaient déjà eu des expériences de mobilisation syndicale, de prud'homme par exemple, ou voilà, donc de contestation. Ils avaient déjà été accompagnés par des syndicats, et donc parfois ils en avaient une très bonne image. Parfois ils s'en sentaient plus loin. On a quand même pas mal qui nous disaient que tout ça c'était un peu loin pour eux, mais donc parfois ils se découvraient finalement pas si loin des syndicalistes. Oui, parce que justement je me disais, typiquement à la CGT, on syndique pas ces gens-là puisqu'on syndique des salariés, précisément. Et donc, c'est très compliqué. Il y a eu tout un travail qui a été fait par la CGT, justement, avec ce mouvement-là, notamment. Oui. La CGT a quand même été présente dans les mobilisations de livreurs, notamment à Lyon. Enfin, ça a dépendu un peu des villes. L'organisation, elle s'est faite un peu différemment. Des endroits où c'est plus des coopératives qui ont pris un peu cet espace alternatif, un peu militant. Des endroits où c'est vraiment les syndicats. Parfois la CGT, parfois ça a été plutôt Sud. La CNT accompagne parfois les procès. Donc, ça dépend un peu des endroits. Mais finalement, les OS sont assez présentes dans ces luttes un peu atypiques de travailleurs indépendants qui demandent des droits sociaux. Enfin voilà, c'est un espace un peu atypique mais intéressant. Et du coup, tu parlais de procès. Enfin, donc, il me semble qu'il y a eu des procès, où il y a des travailleurs de ce secteur-là qui sont allés à des procès. Tu peux nous en dire plus ? Oui, du côté des travailleurs des plateformes numériques. Donc, il y a d'abord eu cette phase de mobilisation assez rapide. C'est quand même intéressant parce que les plateformes, elles arrivent au début des années 2010, 2012, 2013. Et en fait, dès 2014-2015, il commence à y avoir des organisations professionnelles de VTC. Un peu pareil sur les vélos. Moi, j'ai un petit peu vu juste ce qui s'était passé du côté des VTC. Et donc ça s'est organisé quand même vraiment assez rapidement. Donc d'abord plutôt sous forme de mobilisation contestataire, avec des modes de contestation qui vont être en gros aller manifester sous les locaux des plateformes, mais aussi aller bloquer des grands axes routiers, les aéroports, donc un peu les classiques des secteurs des transports, que ce soit taxi ou plus routier, quoi. Et après, c'est vrai que progressivement, il y a aussi eu toute une part de contestation sur la scène plutôt judiciaire,
avec des procès qui se sont organisés donc contre les plateformes. En gros, assez schématiquement, il y a deux manières, enfin il y a deux portes d'entrée dans ces procès. Il y a soit les chauffeurs et les livreurs eux-mêmes qui vont aller au prud'homme pour demander à être requalifiés comme salariés, donc estimant que finalement, au vu des contraintes très fortes qui pèsent sur eux, de l'encadrement de la relation, des sanctions dont ils ont pu être l'objet de la part de la plateforme, finalement, en fait, ils sont salariés et donc ils auraient dû toucher des salaires, on aurait dû cotiser pour eux à la sécurité sociale, ils auraient dû bénéficier d'heures de tarifs majorés sur les heures complémentaires. Enfin voilà, ils vont demander plein de compensations pour ce faux statut d'indépendant, en gros. Et donc ça, voilà, c'est une première porte d'entrée, c'est ces procès intentés au prud'homme, souvent par des collectifs en fait. Parfois, ce sont des travailleurs seuls qui ont, sur tous les premiers procès, c'était parfois des travailleurs seuls parce qu'ils connaissaient un avocat ou parce que voilà, il y a eu un peu une dimension aussi de procès un peu symbolique fort. Et puis petit à petit, en fait, c'est aussi beaucoup justement ces organisations de travailleurs, de livreurs ou de chauffeurs qui vont faire des permanences juridiques, par exemple, et qui vont dire venez, tous ceux qui estimez que vous avez un cas à défendre aux yeux d'un juge, venez, on va prendre vos papiers, on va organiser des sortes d'actions de groupe. Alors ça n'existe pas vraiment en France, mais un peu des class actions, voilà. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Qui aboutit assez régulièrement à des requalifications. Il y a eu deux arrêts très retentissants de la Cour de cassation qui ont confirmé qu'un chauffeur, un livreur puis un chauffeur étaient bien des salariés, donc une décision très forte sur la scène juridique. Et puis l'autre voie qui est intéressante, qu'on a pas mal étudiée ces dernières années avec d'autres collègues, notamment Émilien Julliard et puis des collègues juristes qui nous ont beaucoup accompagnés et fait un super travail aussi là-dessus. C'est les procès qui ont été plutôt menés, qui sont lancés par le ministère public. Donc en gros, le circuit, c'est l'inspection du travail essentiellement, pour le dire vite, qui va faire une enquête sur une plateforme, donc aller saisir les fichiers des personnels, de ces livreurs ou de ces chauffeurs, mais qui sont en fait un peu des fichiers de personnel, et qui va estimer qu'on est sur du salariat déguisé massif, un système frauduleux de travail dissimulé. Et donc, ils vont transmettre un procès verbal d'observation au procureur. Et il est arrivé donc déjà plusieurs fois que effectivement le ministère public poursuive les plateformes pour travail dissimulé. Et donc c'est ce qui fait par exemple que Deliveroo a été condamné il y a quelques années, donc et la société et ses dirigeants pour travail dissimulé. Stuart alors a pas été condamné complètement pour travail dissimulé, mais pour des systèmes un peu de sous-traitance illégale, de prêt illicite de main d'œuvre, c'est ça le chef d'accusation. Et puis là, a priori, Uber devrait être poursuivi au cours de l'année pour le même motif. Donc voilà, il y a un petit peu ces voies plus individuelles, même si finalement elles sont assez collectives, et puis la voie plus institutionnelle pour poursuivre ces plateformes, pour vraiment système organisé de fraude sociale, quoi. D'accord. Et donc la justice, elle est plutôt protectrice, finalement elle va plutôt tendre vers les droits des travailleurs, quoi, du coup. Je pense, avec les collègues, on estime plutôt que la justice a joué effectivement un peu un rôle de rempart contre ces usages frauduleux d'un faux travail indépendant. Les décisions de justice restent assez disparates. C'est pas 100% des décisions qui vont requalifier. Bon, après, il y a parfois des explications tout à fait ad hoc sur des dossiers qui ont été un peu mal montés, sur des mauvaises périodes. Ou ça explique quand même pas mal aussi des échecs de requalification. Mais effectivement, on a quand même une moitié environ de requalification. Et puis ces procès au pénal, parce que quand c'est le ministère public qui poursuit pour travail dissimulé, c'est des procès au pénal. Donc c'est quand même des amendes conséquentes, des coûts portés à l'image de ces plateformes. Et là aussi, on a quand même plusieurs condamnation assez forte. Donc effectivement, on estime que pour le moment, la justice joue un peu son rôle de maintenir un espace protégé par le droit du travail. Ok, ce statut-là, il a quand même été porté par une volonté politique. C'est pas les travailleurs eux-mêmes qui l'ont demandé. Et du coup, quel est l'intérêt pour le politique de porter ça, ou pourquoi? Il y a un projet politique qui semble quand même assez clair derrière ce dispositif. Donc déjà, si on reprend sur l'auto-entrepreneur en tant que tel, qui n'est pas le seul dispositif qui a permis un peu toutes ces formes d'évitement du salariat, mais ce dispositif, il est porté au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy.
par Hervé Novelli, qui est vraiment donc à l'époque secrétaire d'État en gros PME, et qui va porter ça comme une mesure très libérale. Lui, il appartient à Galaxie Libérale, donc il y a la frange très libérale de l'UMP. Il porte ça comme un projet à la fois un peu de simplification de la création d'entreprises, mais enfin essentiellement comme un projet d'américanisation et de libéralisation de la société, c'est-à-dire lui, vraiment, son ennemi principal, c'est la sécurité sociale. Il estime que le modèle de 45, ça a été la plus grosse erreur historique commise en France. Je pense qu'à côté, pour lui, ce qui s'est passé en 39-40 n'en est pas une. Enfin, c'est des militants qui ont souvent commencé à l'extrême droite, en fait, aussi, avant de rejoindre cette frange très libérale de la droite parlementaire, disons. Et donc effectivement il y a un projet vraiment de transformation d'un modèle social, c'est-à-dire que vraiment il décrit, au sens de décrier le modèle de protection sociale comme une erreur économique, morale, politique, et leur volonté est vraiment de sortir de système. Et donc c'est vrai que parfois on dit l'usage du dispositif pour faire travailler un peu des faux indépendants, c'est un peu un détournement, un effet pervers. Moi, je pense que c'est plutôt la logique même du dispositif. D'accord. Hervé Novelli, il n'a pas seulement l'ambition que les gens qui comptaient un peu créer une petite boîte le fassent plus facilement. Il a vraiment l'objectif que des gens qui sont pour le moment plutôt intégrés dans des structures, dans des sociétés, y compris même dans des administrations, deviennent des prestataires de services extérieurs. Ça lui semble être un modèle plus libre, plus efficace et qui sort un peu, qui est une manière vraiment de contourner la protection sociale. Oui. Parce que pour le moment, le système de protection sociale des indépendants est quand même plus léger, entre guillemets. Il y a des droits qui n'y sont pas. En même temps, il a tout à fait conscience, même si peut-être il le déplore, que les gens, disons, sont quand même habitués à avoir cette protection sociale. Donc en fait, il va souvent mettre la protection sociale comme pour un peu attirer. C'est-à-dire les auto-entrepreneurs, on leur a quand même dit, vous allez avoir de la protection. On leur dit pas, faites ça et vous ne serez pas protégés. Oui. C'est juste que cette protection, elle n'est pas vraiment financée. Enfin, moi, quand je rencontre les caisses de sécurité sociale à l'époque de la mise en place du dispositif, ils disent un peu, en fait, c'est dangereux pour nous parce que pour le moment, c'est en train de tirer sur nos ressources sans alimenter la machine. Donc, pour le moment, on leur vend qu'ils vont quand même être protégés, mais à terme, ça peut pas tenir. Oui. Donc, il faut faire attention, c'est qu'en plus, malgré tout, ils se servent de la protection sociale pour quand même rendre le dispositif suffisamment rassurant et attractif, mais in fine, ça vient quand même fragiliser largement l'architecture générale, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est donc un statut qui s'est développé beaucoup donc, dans le domaine de la livraison. Mais, moi, j'en ai toujours entendu parler principalement là, mais il y a d'autres secteurs qui sont concernés. Oui, le dispositif, il est né, il a déjà connu un succès certain avant l'arrivée massive des plateformes, en fait. Et effectivement, ça s'est développé. Moi, j'ai fait l'enquête quand le dispositif naissait tout juste. Il y avait quand même des usages assez variés. Donc moi, ce que j'ai vu en contactant des auto-entrepreneurs, vraiment à partir du répertoire des entreprises, donc j'ai pas choisi un secteur particulier ou un profil particulier de travailleurs. C'était un usage du coup quand même très disparate, quand même des choses très différentes. Mais la plupart étaient quand même dans une situation proche du salariat déguisé. Il y avait très peu de vraies, entre guillemets, création d'entreprise, au sens quelqu'un qui a un projet de monter un business, quoi, avec un peu un modèle économique, la recherche de clientèle, la fixation autonome de ses prix, etc. Ça, ce modèle-là, à part une esthéticienne, une coiffeuse, j'ai vraiment que quelques cas. La plupart, c'est des gens qui cherchaient du travail. D'accord. Donc ça va être des profils aussi variés qu'une jeune architecte qui finit ses études et qui cherche ses premières expériences professionnelles et qui poste sur le site internet de l'Ordre des architectes une annonce qui dit « Je cherche CDI, CDD ou auto-entrepreneur ». Un podologue qui vient pareil de finir ses études, qui a priori est plutôt dans un modèle d'installation comme indépendant, mais en fait qui fait ses armes en étant auto-entrepreneur dans le cabinet de son ancien prof. Et puis aussi des enquêtés, des gens que j'ai rencontrés qui travaillent dans la fonction publique. Certains qui étaient contractuels, donc soit pour donner des cours de FLE dans une mairie, soit pour faire de l'accompagnement pour des chômeurs dans des structures plus ou moins parapubliques associatives, et à qui à un moment on dit
c'est plus simple qu'on te paye comme ça, mais toi, auto-entrepreneur, et tu feras un peu tes activités sous ce nouveau dispositif. Et la plupart, c'est ça, en fait. Ils cherchaient du travail ou voire ils en avaient déjà un et on leur demande de basculer sur l'auto-entrepreneuriat. Ok. Je pense qu'il peut y avoir des petites poches d'activités où on trouverait peut-être un peu plus de vraie création d'entreprise, mais moi, en tout cas, en prenant des dizaines d'auto-entrepreneurs sans trop de filtres, on trouvait essentiellement des gens qui n'étaient pas du tout dans une vraie démarche de création d'entreprise, parce que ça peut exister dans le commerce, artisanat, voilà, mais là, c'était quand même pas trop ça. Et donc, voilà, ça se déployait à la fois dans le public, le privé, dans des espaces. Une surreprésentation, il me semblait constater, des professions un peu dans le médico-social. En fait, des professions où il y a déjà de la précarité, il y a déjà un peu un millefeuille de statuts. Où il y a déjà eu un peu des formes de précarisation, de sortie des statuts, y compris de la fonction publique, et ça se rajoute, quoi. C'est un nouvel étage de la fusée un peu précaire. Mais ça, nous, dans l'enseignement supérieur et la recherche, on ne connaît pas ça du tout. Enfin, moi, j'en ai pas croisé, en fait, officiellement. Alors, moi, quand je faisais ma thèse, j'ai quand même vu passer un certain nombre d'offres d'emploi, avec autant de guillemets qu'il faudrait, en auto-entrepreneur. Donc, des vacations de cours qui devenaient auto-entrepreneuriat. Moi, je suis quand même, quand j'interviens parfois sur mes sujets et que les personnes qui me font intervenir souhaitent me rémunérer, ce qui n'est pas très fréquent, mais on va souvent me demander une facture. Ah oui, mais en fait, moi, je ne suis pas auto-entrepreneur. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'est diffusé assez largement, de pouvoir facturer. Chacun devient un petit entrepreneur qui a sa boîte, ses modalités de facturation. Et dans l'ESR, donc, il y a quand même eu... maintenant, c'est quand même une possibilité pour les vacations d'être auto-entrepreneur. Alors, ils ont remis un peu de contrôle. Maintenant, il faut souvent quand même démontrer qu'on a l'auto-entreprise depuis au moins 2 ou 3 ans. Il faut démontrer un certain chiffre d'affaires en dehors de ses heures d'enseignement. Donc, voilà, il y a eu un petit peu de régulation. Mais il y a quand même eu à un moment une petite faille qui a fait circuler un certain nombre d'offres d'emploi, vraiment avec beaucoup de guillemets, sous ce régime-là. D'accord. Et j'ai quand même aussi pu travailler sur un service de recherche d'un ministère qui a aussi fait passer un grand nombre, en fait, c'est un petit service, mais un grand nombre de ses chargés de mission en auto-entrepreneur. Donc là, la logique, elle est un peu moins l'évitement des cotisations sociales que de respecter les plafonds d'emploi dans le public. On ne peut plus embaucher, donc on va faire des factures, en fait, puisque ça, du coup, c'est une autre ligne dans la comptabilité, et puis avec cette règle de la fongibilité asymétrique, on peut transformer, on peut pas transformer des dépenses de facture en dépenses de salaire. Et par contre, on peut faire l'inverse. Donc, du coup, on fait sortir des salariés et on embauche faussement. En fait, on recourt à des services d'auto-entrepreneurs, sauf qu'en fait, c'est des personnes qui sont tout à fait stables dans l'équipe, c'est leur activité principale. C'est pas du tout des missions ponctuelles, c'est vraiment de l'activité pérenne. Ils ont remplacé des CDD par de l'auto-entrepreneuriat, donc pour éviter ce plafond d'emploi public. Mais voilà, ça a plein de conséquences au quotidien. Moi, quand je rencontre ces chargés de mission, en fait, déjà, ils n'ont plus de congés payés, ils sont pas en train de cotiser au chômage, ils n'auront pas de droit au chômage en sortant, ils cotisent moins à la retraite, leur carrière va être plus compliquée à être prise en compte. Et puis au quotidien, plein de petites choses qui font qu'ils se sentent pas intégrés, c'est-à-dire ils peuvent plus aller à la cantine, on peut plus leur rembourser leurs frais de transport, tout un tas de conséquences imprévues, mais qui montrent que quand on est sorti d'un système un peu intégré et protecteur, en fait, il y a plein de petites choses qui vont venir fragiliser les travailleurs, du plus structurel, sur les questions de statut et de protection, au plus quotidien, plein de petites choses qui font qu'on n'appartient plus complètement à un collectif de travail. D'accord. Oui, donc en fait, c'est pas seulement des questions de salaire ou etc., ou de rémunération et tout ça. C'est vraiment, ça fait système et ça pose vraiment problème pour ces collègues-là et par extension en fait pour tout le collectif de travail. Parce que donc si tu dis que c'est des gens qui sont là à temps plein finalement, ça impacte aussi tout le reste du labo de recherche donc c'est vraiment, c'est compliqué et c'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler en fait. C'est pas trop répandu ou on travaille beaucoup sur les contractuels, mais auto-entrepreneur c'est encore quelque chose, en tout cas dans notre secteur, on se sent un peu loin, mais peut-être qu'il faut se méfier un peu plus. C'est vrai que nous dans l'ESR on a déjà quand même tout un peu ce millefeuille de statuts.
On a quand même une évolution massive de recul du nombre de titulaires, de la part des titulaires, qui est quand même vraiment très rapide et dans des proportions fortes. Donc là, les personnels BIATS dans l'ESR, il y a plus d'un tiers maintenant qui sont contractuels. Moi, à Dauphine, c'est encore plus. On est sur une fac qui est plutôt très... je ne vais pas dire avancée, parce que je ne veux pas faire comme si c'était une évolution qui allait toucher tout le monde, mais il y a une part quand même très importante de contractuels. Et surtout, l'évolution est extrêmement rapide. Chaque année, il y a des points de pourcentage supplémentaires sur la part des contractuels. Et puis, du côté des enseignants, là aussi, il y a un peu cette espèce de millefeuille. La part des titulaires recule d'année en année. La part des contractuels augmente. Je pense qu'on est à peu près à un quart d'enseignants contractuels parmi les enseignants en poste. Mais parmi les enseignants en poste, on ne compte même pas les vacataires. Tout à fait. Qui donnent 20-25% des heures de cours. Et donc voilà, effectivement, parmi ces vacataires, mais donc qui sont rarement, par exemple, dans les bilans sociaux. Ils ont souvent une part à part, justement, on les met à part, mais ils ne sont pas dans les chiffres des effectifs vraiment enseignants. Il y a souvent juste un petit paragraphe sur eux. On dit un peu combien ils sont. En fait, c'est énorme. Et c'est vrai que, après, ils ont leurs problématiques propres de mensualisation, d'accès aussi à certains droits. Mais en tout cas, dans cette part de vacataires, il y a bien des auto-entrepreneurs. Mais c'est vrai que ça apparaît pas de manière très visible. Ouais. Et donc, on peut supposer qu'effectivement, alors, deux choses. Peut-être qu'il y a une volonté politique vraiment du ministère ou du gouvernement et tout ça. Bon, évidemment, ils annoncent pas la couleur en général. Mais il y a aussi, pour les universités ou les organismes de recherche, comme les moyens sont extrêmement restreints, et puis baissent d'année en année et tout ça, en fait, ça coûte moins cher, forcément. Il y a le côté plafond d'emploi. Ça, je pense que c'est plus vrai dans les organismes de recherche que dans les universités. Souvent, dans les universités, on n'atteint pas le plafond d'emploi, en fait. Mais de toute façon, côté finance, ça coûte moins cher. Déjà, ils nous disent que des contractuels, ça coûte moins cher que des titulaires. Et donc, des auto-entrepreneurs, ça coûte encore moins cher. Il y a encore moins de cotisations. Nous, à la CGT, en fait, et particulièrement à la CGT FercSup, nous, ce qu'on revendique, c'est des moyens pour l'université et pour les organismes de recherche. Et c'est aussi une défense du statut de fonctionnaire, pas tant pour le principe du statut à l'ancienne, tout ça, mais parce que en fait, c'est beaucoup plus protecteur. Comme tu l'as bien exprimé là, c'est beaucoup plus protecteur pour les agents et en fait pour les usagers, in fine, parce que c'est un peu le concept, nous, qu'on défend, que l'université soit un service public et donc, soit un service de qualité pour les usagers, quoi. Bon, écoute, merci beaucoup pour ton éclairage, Sarah. Avec plaisir. Et puis, à bientôt pour un prochain Syndic Café.